Alors, après l'épisode de l'école de fouilles qui se tenait au lac Mégantic, j'avais de la difficulté à étirer le temps pour donner des tâches à mes 10 stagiaires parce qu'on avait épuisé jusqu'à un certain point le site Clécherancourt, puis on n'avait pas eu le temps de chercher d'autres sites dans la région. Et le seul défaut que la région du lac Mégantic avait, à mes yeux, sur le plan académique et pédagogique, c'était le manque de diversité des objets qu'on trouvait. Donc, c'est parce qu'on voulait initier les étudiants à une plus grande variabilité au niveau des matériaux. Donc, il nous fallait un site avec de la poterie, du lithique et bien sûr des ossements. Alors, c'est pourquoi qu'en 2010, j'ai décidé de déménager l'école de fouilles du lac Mégantic vers la région de Saint-Anicette. Et je revenais à mes premiers amours parce que dans la région de Saint-Anicette, l'intérêt principal était de retravailler sur les sociétés iroquoiennes. Alors, c'est ce qui explique pourquoi en 2010, l'école de fouilles débute sur le site Drouulaire à Saint-Anicette, un programme à long terme où les objectifs étaient assez précis. Donc, on voulait documenter le village, on voulait le documenter en insistant sur la fouille de Maison Longue, c'est-à-dire que l'archéologue qui m'avait précédé sur le site, Michel Gagné, qui avait découvert le site en 1994, avait fait suffisamment de fouilles pour établir la dimension du site, donc un site d'à peu près 1,3 hectares ou 13 000 mètres carrés. Et il avait identifié une maison longue, possibilité d'une deuxième, mais il avait fait la promotion d'un village d'au moins 500 personnes avec 10, 12 et peut-être même 15 maisons longues. Donc, nous, on arrivait, il avait un peu établi les paramètres de notre projet de recherche, à savoir est-ce que le site est aussi grand que ce qu'il proposait et combien il y avait de maisons longues. Alors, donc, c'était notre objectif en 2010 et 2011. On a eu une trêve et on a recommencé en 2015, 2016 et la dernière école de fouilles que j'ai dirigée. Et c'est aussi sur le site Drouulaire en 2017. Alors donc, à travers tous ces efforts, nous avons été en mesure de confirmer la présence de 7 maisons longues et nous en avons fouillé convenablement à peu près 3 ou 4 selon le point de vue, parce qu'il y a une de ces 4 maisons longues qui a été perturbée par l'aménagement d'un système électrique et aussi l'extension du chemin qui le borde au sud. Alors, donc, ça a été une décision un peu difficile de quitter les chasseurs-pêcheurs-cueilleurs du Paléo-Indien, du lac Mégantic, avec la verdure, la beauté du paysage, les lacs, et se retrouver en milieu agricole à Saint-Anicette, dans une plaine. Mais les sites iroquoiens occupent des crêtes morainiques, donc des bourrelets dans le panorama qui est très plat. Là. La plaine de Saint-Anicette, elle est assez plane. Donc, les Amérindiens se sont installés, pas en hauteur, mais un peu en surplomb. Probablement question de drainage, peut-être aspect défensif. Et le site Drouulaire se trouve à 8 km du fleuve Saint-Laurent, donc il est vraiment en retrait. Donc, ils n'ont pas voulu s'installer le plus près possible du fleuve Saint-Laurent, qui subit un élargissement dans cette région qu'on appelle le lac Saint-François. Alors, donc, les fouilles au site Drouulaire se sont déroulées à peu près comme prévu, mais avec une situation qui était hors de notre contrôle. Le centre, bien avant 2010, en fait, il y avait un centre d'interprétation qui avait été aménagé sur plusieurs années, mais qui était en opération vers l'an 2000. Et ce centre d'interprétation avait eu la bonne idée de louer le terrain, incluant le site archéologique, parce que le centre d'interprétation est construit à l'extrémité du site. Donc, un terrain comprenant le centre et le site.
avait été prêté sous forme d'un bail pour 20 ans et l'échéance était 2016. Donc, avec la venue de l'école de fouilles, puis on avait prédit qu'on était là pour un premier terme de 3 ans et qu'on pouvait prolonger notre séjour et sur le site et dans la région, les autorités municipales et la MRC du Haut-Saint-Laurent ont débuté en 2010 les négociations avec la nouvelle propriétaire, France Drouler, qui était la fille de François Drouler, avec qui les premiers archéologues avaient établi le bail. Et cette dame ne voulait pas renouveler le bail. Et donc, elle s'est obstinée un petit peu. Et en mai 2012, elle nous a envoyé une mise en demeure nous disant qu'en tant que propriétaire, comme s'il n'y avait pas de bail, elle ne voulait plus qu'il y ait de fouilles sur le site. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on a réorienté rapidement le projet de l'école de fouilles. Ce fut assez facile parce que dans le projet global, on avait identifié 2 sites sur lesquels on voulait fouiller. D'abord le site Drouler et dans une deuxième phase, le site Mayotte-Curran. Et le site Mayotte-Curran est un plus petit site en milieu forestier dont le propriétaire était bien connu et il avait collaboré régulièrement avec les archéologues. Donc, on imaginait qu'on n'aurait aucun problème d'obtenir sa permission parce que lorsqu'on décide de fouiller sur un site, il faut la permission du propriétaire. Alors, donc, on a abandonné ou on a laissé en plan les fouilles sur Drouler après 2 saisons très fructueuses. Et on a amorcé en 2012 jusqu'en 2014, donc 3 années de fouilles sur le site Mayotte-Curran. Et ça a été un exercice très profitable. On a bien sûr rapidement fait une publication. Donc, le titre exact, c'est très simple. Donc, Mayotte-Curran, un village iroquoien du 16e siècle. Parce que déjà, il y a des années de recherche juste pour pouvoir écrire 16e siècle, parce qu'on se demandait si ça pouvait dater du 15e ou du 16e siècle, mais le titre l'indique. On a tranché pour le 16e siècle. Mais notre seul bémol, si on veut, c'est que vu qu'on était persuadé que c'était un site du 16e siècle, on a espéré pendant les 3 années des fouilles de trouver des objets européens, donc de trouver des traces d'échanges avec l'équipage de Jacques Cartier. Donc jusqu'à la dernière saison, on a rêvé et rêvé de trouver ces objets-là et nous n'en avons trouvé aucun. Donc c'est un village, un tout petit village, 2 fois plus petit que le site Drouler, avec 6 maisons longues, 3 petits dépotoirs. Donc, un espace de vie là, où le tissu social était tissé serré, si on veut, sur une crête morainique comparable à celle de Drouler, encore plus éloignée du fleuve Saint-Laurent, donc 9 km. Et donc, on a pu documenter de façon convenable 4 des 6 maisons longues. Donc, encore une fois, on a gardé pour une future génération d'archéologues une bonne partie de ce village. Et le propriétaire, en fait, le représentant des 3 frères, là, Denis Mayotte, on l'a sollicité à plusieurs reprises. On lui a rappelé à plusieurs reprises qu'il était désormais le défenseur de ce site sur lequel il n'a pas le droit de construire parce que c'est un site forestier. Donc, il est lui-même locataire pour 99 ans du gouvernement du Québec. Il avait le droit de se construire un camp forestier avec ni eau ni électricité. Donc, c'est très rustique. Et l'endroit qu'il a choisi pour construire son camp, il est pas mal loin du site. Donc, le site devrait être intact ou disponible dans 10 ans, si d'autres archéologues veulent bien y retourner, si le propriétaire accepte que de nouvelles fouilles se réalisent sur ce site-là. Donc, c'était une première publication d'un
d'un village depuis la publication de ma thèse de doctorat en 1989 sur le site Mandeville. Donc, c'est pour dire qu'il ne s'est pas fait beaucoup de choses sur les Iroquois en termes de publication, sauf des chapitres là, traitant d'un certain nombre de sites. Et bien sûr, c'était encore une fois une volonté à la fois universitaire et des gens du milieu qui ont subventionné les recherches, donc qui ont appuyé sur le plan financier l'Université de Montréal, à la fois pour aider la réalisation de l'école de fouilles, la réalisation d'analyses spécialisées, et on avait conservé un certain montant pour assurer la publication, et surtout la publication rapide. Donc, encore une fois, avec l'équipe dirigée par Daniel Chevrier, là, le directeur de la collection Paléo-Québec, on a pu faire cette publication, je dirais presque en un temps record, parce que, imaginez, on a fini les fouilles en août 2014, et ça a été lancé au colloque de l'Association des archéologues du Québec à la fin avril 2015. Et donc, avec ce document, ça montrait qu'on pouvait produire dans des délais qui ne sont pas raisonnables, mais avec la complicité de tout le monde qui ont tous les gens qui ont collaboré. Donc, il y a des spécialistes, il y a des étudiants qui font des mémoires de maîtrise et qui transforment leur sujet en un chapitre. Alors, donc, on a une collaboration, encore une fois, là, une approche multidisciplinaire. On a des dates obtenues pour la première fois avec la méthode de la luminescence optique, donc avec le laboratoire Lux de l'UQAM, dirigé par Michel Lamotte. Et c'est mon étudiante de l'époque, Laurence Forget-Brisson, qui a fait le gros du travail, parce que pour obtenir une date en luminescence optique, ça prend beaucoup de temps en laboratoire de préparation, de vérification, de calcul, etc. Donc, c'est ce qu'on réussit à mettre à profit dans ce genre de publication. Une autre étudiante, Stéphanie Trottier, elle était une passionnée d'archéologie, donc était la seule étudiante en 2010 qui s'était intéressée un peu aux cultigènes, donc les grains de maïs, de haricots. Et on faisait faire de la flottation aux étudiants. Ça veut dire jouer dans la boue tout un après-midi, dans l'eau, puis la boue et tout ça. Puis elle y trouvait du plaisir. Toutes les autres avaient peur de se saler. Elle aimait ça. Donc, je lui ai offert, elle faisait son mémoire de maîtrise sur les grains de maïs de Drouulaire, parce qu'elle a fait l'école de fouilles en 2010, elle est devenue mon assistante en 2011, mais elle a collaboré en analysant les grains de maïs du site Mayotte-Curin. Ça fait qu'elle a fait le chapitre sur les cultigènes. Elle va répéter 2 autres fois par la suite. Ça fait que c'est des collaborations. Donc, en fait, j'ai réussi à mettre sur pied une équipe de collègues et d'étudiants qui se prêtent à ce jeu de la publication, où ils doivent me trouver un petit peu insistant à l'occasion, mais ils savent que les échéanciers sont là pour être respectés dans la limite du possible. Donc, dans ce cas-ci, tout s'est bien déroulé. Dans la prochaine publication, ça s'est bien déroulé aussi. Et là, il y a un autre accouchement, si on peut dire, là, une autre production qui est en cours, qui, j'espère, tout le monde va arriver à temps. Moi, le premier, là, parce que j'ai pris un peu de retard. Alors, ce qu'on peut dire de Mayotte-Curin, en lien avec les Iroquois de la région de Saint-Anicette, c'est que quand j'ai fait ma thèse en 89, on ne connaissait pas de village dans cette région-là. Donc, c'est une région toute neuve sur le plan de l'occupation iroquoienne. Et la question qui n'est pas banale, c'est est-ce qu'ils forment une tribu? Est-ce qu'ils forment une concentration générale autonome? Et pour qu'elle soit autonome, il faut qu'il y ait un minimum d'au moins 500 individus. Parce que par simulation, on a appris, grâce aux ordinateurs, que si tu ne peux pas
vivre à l'intérieur de façon un peu discontinue, là. Mais si tu n'as pas accès à une population de 500 personnes, tu as plus de chances de ne pas trouver un partenaire. Et qu'à ce moment-là, il va falloir que tu tues quelqu'un pour lui voler sa femme parce qu'il va manquer de femmes, ou on va tuer des hommes parce qu'il y a trop de femmes, puis pas assez de... En tout cas, peu importe, là, qui va tuer qui, là, c'est un exemple extrême. Mais dans les sociétés où on n'a pas suffisamment de poids démographique, c'est une situation qui peut entraîner des rapts, des gestes assez brutaux. Alors, donc pour l'instant, je n'ai pas encore une réponse claire et nette parce que on vient de trouver la semaine dernière un nouveau village dans la région de Saint-Anicette. Donc, il y en a d'autres villages à trouver. Là, présentement, on en connaît 4. Là, il y en aurait un 5e. Il y en a un 6e qui est peut-être en train d'être fouillé, mais on ne sait pas encore si c'est un village. Parce que pour dire village, il faut au moins 2-3 maisons longues et une diversité d'activités. L'impression qu'ils ont occupé le site à l'année longue, parce qu'il faut dire que les Iroquois, ceux des 13e, 14e, 15e et 16e siècles, sont des agriculteurs. Ils vivent dans des villages sédentaires, ça veut dire qu'ils sont occupés à l'année longue, semi-permanents, parce qu'ils ne sont pas occupés pendant 100 ans. Donc, c'est des villages qui durent à peu près une génération, donc 10, 15, 20 ans, et ils doivent relocaliser leur village, donc reconstruire les maisons longues. Et aussi, ce qui définit encore mieux les Iroquois agriculteurs, c'est leurs habitations. Donc, ils sont des constructeurs de maisons longues, donc des maisons qui peuvent atteindre des fois 30 mètres de long, peut-être même plus ailleurs, mais au Québec, c'est à peu près le maximum. Et à l'intérieur de ces maisons, il y a un lignage étendu, donc toutes les femmes appartiennent au même clan. Donc, historiquement, les Jésuites nous décrivent des maisons huronnes en nous disant que 2 familles partagent un même foyer. Donc, si dans une maison, vous avez 5 foyers et que toute la maison est occupée, vous avez à probablement 10 familles. Si vous établissez une moyenne de 4 à 5 individus, mettons 5 individus par famille, donc une maison longue est occupée par une 50aine d'individus. Alors, dans cet univers autochtone des quelques siècles avant l'arrivée des Européens, les Iroquois sont les seuls à vivre dans ce type de maison longue. D'ailleurs, le nom qu'ils se donnent, les Iroquois de l'État de New York, c'est les habitants de la maison longue. Et donc, comme ils étaient une ligue de 5 nations, ben, dans leur maison longue idéale, il y avait 5 foyers. Et les Mohawks étaient les gardiens du foyer de l'Est, les Sénéca, les gardiens du foyer de l'Ouest, les Onondaga, qui étaient au centre, sur le territoire, étaient en charge du feu central, et les Oneida et les Cayuga étaient les cousins qui occupaient les foyers intermédiaires entre les extrémités de la maison longue. Donc, c'est comme une métaphore que la Ligue des 5 Nations était une maison longue constituée de 5 foyers, mais dans ce cas-ci, chaque foyer correspondait à une nation. Pour les Iroquois de la vallée du Saint-Laurent, on n'a pas ce genre d'informations. On a l'impression que, étant donné qu'ils se sont étendus sur à peu près 600 km, donc de Brockville en Ontario jusqu'à dans l'estuaire du Saint-Laurent, ou du moins jusque dans les basses terres du Cap-Tourmente, à l'est de Québec, qu'ils devaient constituer plus d'un groupe, mais qu'ils s'apparentent en ayant privilégié des contacts entre eux. Donc, ils devaient s'échanger, peut-être pas des individus, mais au moins des objets et probablement des idées. Et donc, ces Iroquois de Saint-Anicette forment un groupe un peu à part, et on peut se poser la question s'ils correspondent à une de ces nombreuses tribus qui formaient une sorte de confédération le long de la vallée du Saint-Laurent, ou s'ils s'articulaient avec d'autres régions, mais avec un espace géographique un peu plus grand que prévu. Comme par exemple, quand on pense aux Iroquois de Saint-Anicette, en face d'eux, l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, donc l'autre côté du lac Saint-François, il y a un groupe de villages iroquois. Donc, est-ce qu'ils font partie du même groupe, ou si
le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-François est une barrière géographique suffisante pour être utilisée pour dire moi je suis différent, je vis du côté sud et eux sont différents de nous, ils vivent du côté nord. Il y a la pointe du Buisson qui, en canot, vous embarquez dans votre canot au lac Saint-François. C'est sûr qu'il y a des rapides dans la région de Valleyfield, mais en une journée, tu te laisses descendre par le courant puis tu es à la pointe du Buisson. Donc, en termes géographiques, c'est peut-être une journée pour aller d'un endroit à l'autre. Un bon coureur pourrait peut-être le faire s'il y a les bons sentiers pour faire la distance. Donc, l'écart n'est pas énorme, mais les Iroquoiens de Pointe-du-Buisson, est-ce que ce sont eux qui vont aussi à Saint-Anicette ou qui sont en lien avec Saint-Anicette? Et le dernier groupe est plus en amont, donc dans l'État de New York, près de l'embouchure du lac Ontario qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, dans cette région-là, il y a une très forte quantité de villages iroquoiens. Et ils semblent former un tissu social très, très, très dense. Et on voit mal que Saint-Anicette s'articule très bien avec... surtout que l'écart géographique est énorme. Alors, donc, dernière anecdote, si on veut, sur les Iroquoiens de Mayotte-Curin, parce que ça nous a chicoté tout au long des fouilles et de la publication. C'est que Mayotte-Curin ne se présente pas tout à fait comme un village iroquoien normal, entre guillemets. C'est que c'est un village de femmes. Dans le sens que l'objet diagnostique des hommes, c'est la pipe. C'est le village le plus pauvre en pipe connu au Québec. Et donc, est-ce que c'est un village où ils se sont retirés davantage par sécurité parce qu'il manque d'hommes? Alors, donc, c'est une des questions sur lesquelles on va continuer à se poser des questions, mais la présence des hommes est faiblement attestée sur Mayotte-Curin. On trouve très peu de haches, mais les haches ont pu être brisées et jetées à l'extérieur du village. Alors donc, c'est une petite énigme que la présence des hommes et donc, c'est comme s'ils sont allés à la guerre, ne sont jamais revenus, ou peu importe le scénario que vous utilisez. Avant de finir sur les Iroquoiens, nous avons fait une autre publication qui est parue ce printemps, donc en avril 2018. Et c'est le site McDonald. Ça, c'est le plus vieux village iroquoien connu de la région de Saint-Anicette. Les fouilles ont été réalisées par Michel Gagné, qui était l'archéologue de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Et donc, moi, j'ai profité du fait que j'avais 2 étudiantes qui complétaient des maîtrises sur du matériel de ce site-là, plus mes collaborateurs qui avaient travaillé sur Mayotte-Curin et qui s'apprêtaient à travailler sur le site Droullaire. Donc, je les ai incités à y mettre un peu plus d'énergie pour laisser de côté pendant quelques mois le site Droullaire et de finaliser ce projet de publication sur le site McDonald, parce que ça nous permettait, pour le dernier projet, celui de la publication sur le site Droullaire, de faire une véritable synthèse des 3 sites villageois iroquoiens de Saint-Anicette qui auront profité depuis 1994 de nombreuses interventions par les archéologues, soit de la MRC ou de l'Université de Montréal. Donc, c'est un village qui date du milieu du 14e siècle. Donc, il est à peu près 130 ans plus récent que le site Droullaire et encore plus ancien que le site Mayotte-Curin, qui date entre 1520 et 1540 de notre ère. Donc, c'est un village beaucoup plus petit, constitué de seulement 3 maisons longues, donc encore plus petit que Mayotte-Curin, mais tout à fait normal, dans le sens qu'il est riche en céramique, il est riche en pipe, donc les hommes sont là, les femmes produisent beaucoup de vases en terre cuite, donc c'est un village qui peut être occupé
plus d'une dizaine d'années. Donc, beaucoup de choses trouvées sur un tout petit territoire d'à peu près 4000 mètres carrés. Donc, c'est quand même un tout petit village, mais densément occupé. Et en fait, le site McDonald's, c'est le premier village trouvé par Michel Gagné dans la région de Saint-Anicette. Et c'est après la découverte de ce village-là, sur une crête morainique, que Gagné a eu la brillante idée de vérifier d'autres crêtes morainiques, ce qui l'a mené à trouver le site Drouulaire. Donc, le site Drouulaire a été trouvé en 1994 et c'est le travail en cours. Donc, on a fouillé pendant 5 ans, de 2010 à 2017 sur Drouulaire. Et on est en train de finaliser les analyses et la publication devrait être disponible si tout se passe bien quelque part au mois de décembre 2018. Si ça ne se passe pas aussi bien que je le souhaite, ce sera un accouchement en 2019, mais tout suit son cours et donc les Iroquoiens de Saint-Anicette vont constituer, avec la publication de ces 3 ouvrages-là, une des régions les mieux documentées de toute l'Iroquoisie et plus particulièrement de ce qu'on appelle la Laurentie iroquoienne, donc le territoire occupé par les Iroquoiens dans les basses terres du Saint-Laurent.